Juste après la Livebox 6 et la B-Box Wi-Fi 6 et juste avant la Freebox Delta, on va dans les 20 prochaines minutes faire l'analyse hardware détaillée de la SFR Box 8 qui est actuellement, et on est en mai 2023, la box internet fibre haut de gamme de chez SFR. Cette box est conçue par Altis Labs dont le siège social est au Portugal et qui est le labo de recherche et développement d'Altis, qui est la maison mère de SFR. Et pour continuer dans la lignée des deux précédents épisodes, on va rester concentré sur l'analyse de son électronique et de son architecture hardware. Je n'aborderai donc pas du tout le logiciel ni l'interface utilisateur. Même chose pour le décodeur TV 4K, il n'est pas concerné par cette analyse, d'une part parce que c'est un appareil optionnel, et puis d'autre part parce que je ne l'ai même pas avec moi dans le labo. Et comme je le précisais dans le tout premier épisode, je rappelle que je n'ai pas de connexion internet fibre dans ce labo, donc les mesures matérielles que je vais être amené à faire se feront sans aucun transfert de données possible. Donc j'ai entre les mains cette box 8 et la première remarque que je me suis faite en la sortant de sa boîte, c'est qu'elle est très ordinaire, sans réel effort sur le design, surtout quand on la compare aux deux autres qu'on a précédemment analysées. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que le hardware à l'intérieur est merdique, hein. À vrai dire, j'en sais rien, je vais le découvrir avec vous. Mais à ces tarifs-là, on pourrait quand même s'attendre à un design ou une conception qui fasse un petit peu plus premium, comme par exemple l'ajout d'un écran, ou avoir une finition qui soit un peu plus séduisante. Bref, on va dire que son aspect extérieur n'est pas son point fort. Mais comme le dit le vieil adage, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc la suite. Sur la face avant, on trouve simplement 6 voyants au centre et 2 boutons en bas. Et sur la face arrière, au niveau de la connectique, on trouve un port RJ45 pour un téléphone filaire, 4 ports RJ45 gigabit Ethernet, un port USB-C, et tout en bas, il y a le connecteur fibre optique PON. Et sur la balance, le boîtier seul atteint les 650 grammes, ce qui est plutôt léger. Pour l'alimenter en courant, il est accompagné de cet adaptateur secteur Asian Power Device qui est une petite alimentation à découpage de 36 watts dont la tension de sortie est de 12 volts pour un courant d'une intensité maximum de 3 ampères. Avant de s'intéresser à son électronique, on va déjà mesurer sa consommation électrique en phase de démarrage, sachant que comme la box n'est pas connectée à la fibre, ces mesures ne sont vraiment représentatives que pour des moments où il n'y a pas de transfert de données. Vous voyez 4 valeurs à l'image, ici la tension secteur en volts, ici le courant drainé en milliampères, ici la puissance en watts et ici le facteur de puissance entre 0 et 1. J'ai accéléré la prise de vue parce que c'est une séquence un peu longue et la consommation va finir par se stabiliser autour de 7 watts à 60 mA dans ce mode inoccupé de la box, ce qui est plutôt très convenable. Maintenant, je vais faire une petite mesure de son rayonnement électromagnétique au contact du boîtier à partir d'une sonde de champ proche raccordée à mon analyseur de spectre et cette mesure va s'effectuer dans la bande de fréquence comprise entre 9 kHz et 200 MHz parce que c'est une plage de fréquence assez significative du rayonnement électromagnétique des composants de ce genre d'appareil. On voit sur l'analyseur qu'à partir de cet emplacement, le rayonnement est un peu plus notable mais sans aucune gravité avec un pic à moins 40 dBm vers les 95 MHz et dès que j'éloigne la sonde du boîtier, ça s'atténue rapidement. On a un peu le même phénomène de l'autre côté, le rayonnement est un peu plus fort et on est plutôt aux alentours de moins 35 dBm et ça a changé de fréquence. Je rappelle que dBm est une mesure absolue de la puissance. En fait, le point de référence pour dBm est 1 mW de puissance, ce qui signifie qu'un signal avec un niveau de puissance de 0 dBm a une puissance équivalente à 1 mW. Donc là, on en est très loin puisqu'on est à moins 40 dBm et que le signal est donc 10 000 fois moins puissant qu'à 0 dBm. Tout à l'heure, je referai ce genre de mesure de rayonnement électromagnétique, mais directement au-dessus de la circuiterie sans aucun blindage pour qu'on puisse voir la différence. En tout cas, ce que je mesure là n'a absolument rien d'alarmant, c'est tout à fait acceptable. Allez, c'est le moment tant attendu de l'ouverture et de la découverte de son électronique. Pour pouvoir ouvrir le boîtier, il suffit de dévisser 4 vis et de presser sur quelques languettes et voici ce que l'on découvre à son ouverture.
Alors déjà, il y a essentiellement que des composants montés en surface, mis à part ces 3 condensateurs électrochimiques et les quelques éléments mécaniques de type boutons, connecteurs, etc. Ces 3 boîtiers sont en fait des petits coffrets métalliques sous lesquels se trouvent des composants relativement sensibles. C'est une forme de blindage qui servent à les protéger des interférences de signaux électromagnétiques externes, mais qui permettent aussi de bloquer le rayonnement électromagnétique en haute fréquence que ces composants pourraient émettre. Il y a dans celui-ci les composants qui gèrent les signaux reçus et émis par la fibre optique. Ce second contient le CPU qui est donc le cœur du système et qui traite également les signaux reçus et transmis par les ports RJ45. Et ce troisième contient les chipsets radio Wi-Fi qui gèrent les 4 antennes. Ensuite, on a toute une série de modules pour réguler les tensions, convertir, filtrer ou limiter le courant et effectuer diverses autres tâches sur lesquelles je reviendrai éventuellement plus tard s'il nous reste un peu de temps. Je retire maintenant le circuit du boîtier, ce qui nous permettra de voir ce qui se trouve sur la face arrière. Eh bien, on y trouve des dizaines de condensateurs de découplage montés en surface situés juste en dessous de chaque gros circuit intégré, on y reviendra tout à l'heure. Donc toute l'électronique de cette box est représentée par cette platine ainsi que les 4 antennes microstrip qui y sont rattachées. Et à propos de ces antennes Wi-Fi, on observe que la structure de leur bande métallique qui agit comme l'élément rayonnant est strictement identique pour les 4, ce qui signifie que chaque antenne est utilisée à la fois pour la bande des 2,4 GHz et pour celle des 5 GHz. Pour nous donner une idée de la répartition de la masse, je vais peser séparément les éléments en plastique d'une part et puis l'électronique ensuite. Donc à lui tout seul, le boîtier pèse 428 grammes, soit 66% des 650 grammes, et donc le reste représente 34% de la masse totale de cette box. Et forcément, avant de pouvoir identifier chacun des circuits intégrés qui se cachent sous ces blindages, je retire d'abord leur couvercle. Et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'ici, ils jouent aussi un rôle de dissipateur thermique. Alors ici, on a 2 échantillons de ce qui s'appelle des pâtes thermiques et qui sont généralement faits de silicone ou de caoutchouc de silicone. Et leur rôle principal est d'assurer une interface de contact efficace entre le composant électronique, qui est très souvent un circuit intégré, et le dissipateur thermique, ce qui permet de maintenir le composant à des températures de fonctionnement appropriées et d'éviter la surchauffe. Et vous voyez ici que ce pad se positionne sur le circuit intégré au contact de la puce de silicium. On va maintenant entamer l'analyse des composants en commençant par le bloc CPU ici et tout ce qui lui est directement rattaché, notamment cette partie-là. Le processeur est donc un BCM 68360 qui fait partie de la famille BCM 6800 spécialement conçu pour gateways, EPON et GPON. Étant donné que le fabricant Broadcom ne fournit aucun datasheet public et ne communique pas grand-chose, les informations à son sujet sont très limitées. On sait qu'il possède 2 cœurs architecturés ARM64, une interface mémoire DDR3 et qu'il est cadencé à 1,5 GHz, on voit d'ailleurs son quartz ici. C'est ce même CPU que l'on retrouve d'ailleurs dans la Livebox 6 d'Orange, et juste à proximité ici se trouvent 2 boîtiers BGA 78 billes de mémoire SDRAM DDR3L qui sont exactement ceux qu'on retrouve aussi dans la B-Box Wi-Fi 6. Chaque boîtier intègre 4 gigabits de données, soit 8 gigabits en tout, c'est-à-dire 1 gigaoctet. Vous remarquerez aussi la présence de pistes de cuivre qui épousent des formes en serpentin. Ça n'est pas du tout un effet de zèle de la part des ingénieurs, c'est en fait pour compenser les longueurs de trajet pour assurer que les signaux électriques atteignent simultanément leur destination. C'est une technique qui permet d'augmenter la longueur de trajet d'une piste sans occuper beaucoup d'espace supplémentaire sur la platine, et ça permet d'ajuster les retards de propagation et de garantir la synchronisation des signaux. Juste derrière les 4 ports Ethernet RJ45, on trouve 2 transformateurs magnétiques base T dual port montés en surface qui ont plusieurs rôles à jouer entre le CPU et le réseau externe, notamment l'isolation électrique et la protection contre les surtensions, l'adaptation d'impédance ou encore la suppression de bruit ou d'interférence. Et toutes les pistes auxquelles ces 2 transformateurs sont rattachés convergent vers le CPU étant donné qu'ils gèrent directement les données qui transitent par les ports RJ45. Un petit détail intriguant, juste derrière le port USB-C, il y a toute une série d'emplacements non peuplés de composants dont un censé recevoir un circuit intégré. Donc, sachant que ce port est en liaison directe avec le CPU puisqu'il est en charge de le gérer, à quoi pourraient bien servir les composants absents ? Nous arrivons ensuite à ce petit boîtier FPGA signé Samsung qui n'est autre qu'une solution eMMC de stockage flash NAND d'une capacité de 8 Go. Et là, comparativement à la Livebox 6 ou la B-Box Wi-Fi 6, c'est carrément 16 fois plus puisque la leur ne s'élève qu'à 512 mégaoctets. C'est donc dans cette puce qu'est stocké le logiciel pour le CPU ainsi que l'ensemble des données nécessaires à l'exploitation du système, mais il ne doit pas y avoir que ça parce que 8 Go ça n'est pas rien pour ce genre d'appareil. Regardons maintenant comment ça se présente derrière l'autre port RJ45, celui sur lequel on branche un téléphone filaire.
Et c'est donc ce circuit intégré LE9651, un boîtier QFN 48 broches du fabricant Microsemi qui se charge de gérer l'interfaçage télécom pour le CPU. Et c'est via le protocole SPI que la communication se fait entre eux. C'est une puce qui est tout particulièrement adaptée aux gateways et aux solutions FTTX, donc le choix de l'utiliser est plutôt judicieux. On voit ici qu'il est précédé de ce petit boîtier suppresseur de surtension transitoire conçu pour protéger ce type de circuit contre les pics de tension sur la ligne téléphonique, causés soit par la foudre, soit par une décharge électrostatique ou encore par la commutation de charges inductives. Et ça permet d'atténuer ce risque en détournant la tension excessive du circuit protégé. Et en aval, on trouve ce redresseur à barrière Schottky LM130 monté en surface. Passons maintenant au bloc suivant contenant les composants en charge de la gestion du Wi-Fi 6 et on y trouve deux chipsets Wi-Fi identiques, des Broadcom BCM 43684 et ceux qui ont vu l'épisode précédent les reconnaîtront peut-être puisqu'ils sont également présents dans la B-Box Wi-Fi 6 de Bouygues. Donc en résumé, le module Wi-Fi de ces deux box sont basés sur exactement les mêmes circuits intégrés, ce qui est plutôt étonnant étant donné qu'il y a quand même techniquement d'autres choix et possibilités. Donc ce BCM 43684 implémente jusqu'à 4 flux de spécification 802.11 AX, c'est-à-dire le Wi-Fi 6 en 2,4 et 5 GHz pour permettre un débit allant jusqu'à 4,8 Gigabits par seconde pour les points d'accès Wi-Fi résidentiels. Le petit composant que vous voyez là ne paye pas de mine et pourtant il permet une commutation entre les deux bandes de fréquences Wi-Fi 2,4 et 5 GHz sur une même antenne et ça s'appelle un diplexeur. Dans le cas présent, plutôt que d'utiliser deux antennes distinctes pour chaque bande de fréquence, on utilise un diplexeur avec une seule antenne et deux modules frontaux intégrés que sont ces deux petits boîtiers noirs. Chacun de ces modules frontaux est configuré pour fonctionner sur des bandes de fréquences spécifiques. Et lorsqu'il y a transmission ou réception de signaux sur une bande de fréquence donnée, le diplexeur commute automatiquement entre les modules frontaux appropriés. Et comme il y a 4 antennes, il va donc y avoir 8 modules frontaux intégrés en boîtier Small QFN, tous du fabricant Skyworks. On trouve 4 Sky 85755 pour la bande 5 GHz et 4 Sky 85337 pour la bande des 2,4 GHz. Et tout ça est très bien compartimenté et mis en œuvre sur la platine. Analysons maintenant le troisième coffret qui regroupe les composants pour la fibre optique, parmi lesquels ce GN25L98, un contrôleur de diode laser en mode rafale combiné d'une vitesse de traitement de 2,5 Gigabits par seconde et capable de post-amplification. L'autre gros morceau est ce transceiver bidirectionnel à qui on donne l'acronyme de BOSA et qui est un type de module optique contenant une diode laser, une photodiode et un isolateur optique, tout ça assemblé dans un seul et même boîtier. Le reste des composants sert à la gestion locale des tensions et du courant. Et d'ailleurs, à plusieurs endroits du circuit imprimé, il y a des modules d'alimentation qui sont des convertisseurs courant continu permettant de réguler, augmenter ou abaisser la tension d'alimentation des circuits intégrés et autres composants actifs selon leurs besoins spécifiques. Par exemple, ce XR76108 est un régulateur à découpage d'abaissement de tension synchrone doté d'une plage de tension d'entrée de 4,5 à 22 volts avec une fréquence de commutation constante de 200 à 800 kHz. On trouve aussi juste à côté un autre de ces régulateurs abaisseurs de tension synchrone, ce FR9855. Et hop, on en trouve un autre ici à proximité du connecteur fibre mais qui n'est pas nécessairement en rapport avec lui. Et ici on trouve deux autres de ces modules mais qui ne sont pas basés sur la même topologie de composants. Ensuite, on en a eu un aperçu tout à l'heure, sur la face arrière de la platine, on trouve quasi exclusivement des condensateurs de découplage méticuleusement placés sous le CPU et les deux chipsets radio Broadcom. Le but de ces condensateurs est de garantir à ces circuits intégrés le courant le plus stable et le plus propre possible, parce qu'ils sont très sensibles aux fluctuations et aux ondulations de tension dues à divers facteurs. Ces condensateurs sont donc stratégiquement placés près des broches d'alimentation des circuits intégrés en agissant comme des petits réservoirs d'énergie, stockant la charge électrique et fournissant du courant instantané en cas de besoin. Faisons maintenant une autre mesure du rayonnement électromagnétique des composants en plaçant la sonde à une distance de 1 cm environ et sans aucun blindage. J'ai légèrement accéléré la séquence. On repère ici un petit pic à 160 MHz et quelque chose me dit qu'on va le voir revenir. On le mesure ici à moins 30 dBm, très stable, il est certainement en rapport avec une fréquence d'horloge. Au-dessus du boîtier fibre, on trouve un pic mesuré autour de 95 MHz pour moins 35 dBm. On constate quand même que quand on s'éloigne au-delà de 10 cm du circuit, le rayonnement est tellement faible qu'il est presque au niveau du plancher de bruit, c'est-à-dire en dessous de moins 60 dBm. On retrouve ici le pic à 161 MHz avec la même puissance que précédemment, mais il semble présent à plusieurs endroits du circuit.
Alors au fur et à mesure que je parcours la platine, vous constatez le rayonnement spectral obtenu sur l'écran de l'analyseur de spectre. On n'est jamais grimpé au-dessus de -20 dBm alors qu'on est à une poignée de millimètres des composants. En tout cas, je ne vois rien de singulier ni d'inquiétant ou même surprenant dans les mesures obtenues. Et on va conclure l'analyse avec une observation du rayonnement thermique de cette platine, sachant que je l'ai laissé tourner pendant environ 15 minutes avant d'enregistrer cette prise à la caméra thermique. Rappelez-vous que les composants sont à nu puisque les dissipateurs thermiques ont été retirés, ce qui n'est donc pas l'idéal pour eux. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas de transfert de données par la fibre, donc l'activité des circuits intégrés est moindre. Cela étant dit, on reste globalement inférieur à 45 degrés et les zones les plus chaudes sont évidemment celles du CPU et des deux chipsets Wi-Fi. À côté de ça, il y a quelques autres petits spots, notamment au niveau de la puce dans le boîtier fibre optique ou encore des régulateurs de tension. Je termine comme d'habitude sur le petit schéma très simplifié d'ingénierie inverse qui permet d'avoir une synthèse de la façon dont est architecturée cette box SFR Box 8. Rien de révolutionnaire donc, on reste dans du conventionnel mais qui a démontré une certaine efficacité puisque c'est aussi des composants qu'on retrouve chez la concurrence. Voilà pour ce qui est de l'analyse hardware de cette box Internet Fibre SFR Box 8. Alors, je n'ai pas de points vraiment négatifs à dire sur elle. Mais j'avoue aussi que j'ai pas été particulièrement impressionné par son architecture. Elle est assez conventionnelle pour un modem fibre, voilà, ça fait le job. Disons que on n'attend pas moins que ça de la part de ce type de box. Et elle partage aussi beaucoup de composants avec la Livebox 6 et la B-Box Wi-Fi 6 qu'on a vu précédemment. De toute évidence, elle a coûté beaucoup moins cher à développer que ses concurrentes, mais c'est un choix de la part d'SFR. Et dans un univers parallèle où on pourrait par exemple acheter une box internet fibre sur le marché grand public, pour moi, elle ne vaudrait pas plus de 150 € TTC si SFR la commercialisait. Voilà, donc la prochaine box qui sera analysée dans le 4e et dernier épisode de cette petite série sera la Freebox Delta. Et quelque chose me dit que avec elle, ça sera différent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous trouvez que ça en vaut la peine. C'est toujours bon pour le référencement de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour ce 4e et dernier épisode de la série. Ciao!